Und ich beginne gerade mit einer Einstiegsfrage. Sie sind ja beide neu jetzt in diesen beiden Verbänden. Wie war der Einstieg so zu Corona-Zeiten? Sportlich. Sportlich. Ja, aber sehr spannend. Also ich denke, das ist, wir müssen das sehen und das haben wir auch vorher von den zwei Rednern gehört. Es kann auch eine Chance sein. Und wir müssen das so nehmen. Wir können uns verbessern, wir können besser zeigen, wir können besser werden und das nutzen wir das jetzt. Côté des laboratoires, je ne peux que rejoindre les mots de ma chère collègue. Ça a effectivement été extrêmement sportif, mais ça a été également l'occasion finalement de pouvoir effacer certaines façons de travailler historiques pour créer des nouvelles interactions qui nous auraient probablement pris 10 ans à développer dans un contexte entre guillemets normal. Donc un gros catalyseur. Et dans le domaine du laboratoire, on aime bien les enzymes, donc c'est bien quand ça va vite. Ja, und ich glaube, das spannt uns zusammen. Und wenn wir zusammen sind und wir haben das gemerkt, wir haben auch für die Grundversorgung, könnten wir uns viel besser vernetzen. Wir hatten die Chance, eine Partnerschaft, auch eine Arbeit mit FMH zu machen. Und das ist etwas, der vielleicht ohne Pandemie nicht gestanden wäre. Und ich denke, dann merkt man, wenn man zusammen sind und zusammenarbeiten, dass wir stärker sein können. Yvonne Gilly wäre ja die dritte Person in dieser Runde eigentlich. Sie musste kurzfristig absagen. Diese Zusammenarbeit, die stand ja vor allem auch unter dem Fokus dieses Covid-Zertifikats, wurde ja auch schon erwähnt. Sie haben den Zuschlag nicht bekommen. Was denken Sie, was war der Grund? Also ich glaube, unsere Aktion war nicht richtig verstanden, weil eigentlich, was wir wollten unterstützen für die Zukunft. Und das ist etwas, was jetzt gemacht wurde, besonders, dass jeder von uns schon sein Zertifikat bekommen hat, für die, die geimpft sind, ist relativ einfach, weil die Datenbank, die stehen noch. Aber jetzt, wir müssen decken für die Zukunft. Und die Zukunft wird sein, Ende Jahr, Anfang nächstes Jahr, wir werden nachimpfen müssen. Wie viel von diesen Impfzentren noch offen sein werden? Wahrscheinlich keine. Wer wird das machen? Apotheke, Ärzte, Leistungserbringer, Pflege. Und wir wollten eigentlich schon vorbereiten und da sein, dass die Primärsoftware bereit sind, damit dass wir keine Zeit verlieren für die administrative Teil. Und das ist wesentlich. Wir haben geredet von strapazierten Gesundheitsleistungserbringung und das ist so. Und wenn man einfacher arbeiten kann, wenn man im ganz normalen System kann drin tun, impfen, Impfzertifikat machen, Covid-Zertifikat abgeben, testen. Wir testen es jeden Tag. Wenn ich jedes Mal 5 oder 10 Minuten verliere, weil ich muss mich vernetzen mit dem Bund, das ist Strapazieren für nichts. Und das war unser Anliegen. Nicht für das, was jetzt gemacht wurde, aber für die Zukunft. Das wurde leider nicht so verstanden. Wir haben uns gefunden, dass wir zusammenarbeiten und wir sind froh, dass es funktioniert, was der Bund bis jetzt gemacht hat. Aber bis jetzt, niemand von uns hat das erhalten, wenn er genesen zeigen muss oder wenn er getestet wurde. Und das ist noch nicht da. Und das ist genau, was wir wollten. Und wie funktioniert der Dialog besser jetzt? Also was jetzt genau diese Herausforderungen betrifft? Nein, also für das Covid-Zertifikat, nein. Das hat der BIT und der BAG zusammen machen wollen und das lassen wir so. Sie haben jetzt Kontakte auch mit dem Labor, dass die Labor das bestätigen. Und sie arbeiten mit unserem System Primärsoftwareanbieter zumindest Schnittstellen zu machen. Das ist noch nicht einfach, weil ihr müsst denken, zwischen Ärzten und Apotheke sind über 90 Softwareanbieter. Und wie alle die Schnittstelle gebaut haben, das braucht noch Zeit. Aber wir hoffen, dass denn, wenn wir für die zweite Impfung oder die dritte, besser gesagt, Impfung zur Verfügung stehen müssen, dass dann alles bereit ist. Wie sieht es für die Labormedizin aus? Punkto Zusammenarbeit mit den Behörden, aber auch rückblickend, was hätte man wann unter den damaligen Kenntnissen, unter dem damaligen Wissensstand besser machen können?
Ouais, c'est toujours très facile avec le rétroscope. Je Ouais. pense qu'on pourrait déjà commencer, je crois. Alors, c'est pas du suroptimisme, c'est simplement de dire, indépendamment de si on se compare à l'étranger ou pas, je crois que plus que de dire que ça aurait pu être beaucoup moins bien, je pense que c'était déjà quand même pas mal en termes de gestion, parce que c'était une grande première pour tout le monde. Et donc là, vraiment, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, tout le monde a été confronté à quelque chose de relativement, on va dire, exceptionnel, et donc à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, donc peut-être un petit peu des départs qui auraient pu être faits différemment. Donc pour répondre maintenant à votre question de manière plus précise, je pense qu'il y a 3 points. Il y en a un, c'est quelque chose qui va être important pour le futur, et puis les deux, eh bien, c'est un peu le magic stick, c'est un petit peu la baguette magique. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire si vraiment on avait quelque chose? Le premier point qui est vraiment extrêmement important, et là je ne suis pas certain qu'on ait fait beaucoup de progrès, c'est vraiment la possibilité d'avoir une coordination et surtout une coordination concertée entre le secteur public et privé sur la capacité diagnostique. Bon, il se trouve que c'était le Covid, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Capacité diagnostique nationale, régionale, cantonale, en tenant compte de l'ensemble de la force de travail qu'on a dans le domaine du diagnostic. Et ça, clairement, c'est toujours un no man's land. Donc, ça a été quelque part relativement difficile dans certains cantons en raison des mesures politiques qui ont été prises, notamment Valais, Vaud, Genève. Les laboratoires privés avaient l'interdiction de participer aux analyses, alors qu'on parle de personnes qui sont professionnellement habilitées à faire ces analyses, qui ont toutes les ressources pour le faire. Ces gens-là étaient, pour des raisons qu'on ignore officiellement, mis sur le côté. Conséquence, gros transfert de charges sur le secteur public déjà complètement sous l'eau lors de la première vague. Et ça, c'est quelque chose que, très honnêtement, on n'aimerait plus avoir à vivre au niveau des laboratoires parce que c'est vraiment quelque chose qui est absurde. Donc, vraiment, s'il y a probablement un progrès à faire sur ce versant-là, c'est vraiment cet aspect, vraiment d'avoir une planification. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on anticipe quelles sont les capacités cantonales de faire. Ça va dépendre des organisations des laboratoires, de leur acquisition en matériel, des organisations 24/24 ou pas. Ça dépend. Et ça doit vraiment être anticipé. Et là, je pense qu'on a vraiment clairement beaucoup de progrès à faire. Je pense que si je peux rajouter, c'est exactement la même chose avec les soignants, avec les médecins, avec les pharmaciens. Si on avait bien géré et organisé qu'est-ce que nous avons à disposition et comment on met les acteurs ensemble pour gagner le potentiel, ça, je suis sûre qu'on aurait été meilleur. Oui, absolument. Alors, le mot-clé, c'est agilité. On a anticipation, coordination et communication. Il n'y en a pas qu'un. Ça en fait trois. Et puis, en lien peut-être juste spécifiquement avec le fonctionnement des laboratoires et qui va dans ce contexte de planification également, c'est d'une certaine manière pouvoir considérer les réactifs et le matériel qui nous permettent aux laboratoires de travailler comme bien de première nécessité. Ce qu'on a vu vraiment, et ça on l'a vécu de manière extrêmement forte durant la première vague, c'est que pour certains, on a eu la chance d'être équipés de Ferrari en termes d'instruments diagnostiques. Le problème, c'est qu'on n'avait pas l'essence et puis on n'avait pas les pneus pour la faire rouler. Donc ça, c'était extrêmement frustrant. Et finalement, ça a été juste la conséquence de cette délocalisation à outrance que l'on a. Bon, c'est la mondialisation, il n'y a pas de problème. Et là, c'est pour ça que je viens sur l'aspect baguette magique. Si on avait la possibilité de pouvoir quand même en Suisse, parce qu'on a certaines boîtes diagnostiques extrêmement présentes et qui sont d'ailleurs suisses, avoir la capacité d'avoir une certaine forme d'autosuffisance sur ces aspects-là, ça serait quelque chose qui nous permettrait probablement de répondre beaucoup plus rapidement, disons, à ce type de demande. Donc ça, c'est pour le premier point de la baguette magique. Et il y en a un deuxième, alors là, c'est peut-être pas tellement pour le secteur privé, mais ce qu'on a vécu, disons, dans une structure hospitalière qui hoste le Centre national de référence pour les virus émergents, qui s'appelle le CRIV. On a vu vraiment l'importance qu'il y a à renforcer les connexions entre partenaires industriels, quels qu'ils soient, et puis ces centres nationaux de référence. Pourquoi? Parce que quand vous devez commencer à développer des nouveaux tests pour détecter n'importe quel pathogène sur la base d'un test de biologie moléculaire, vous êtes obligé, si vous voulez faire ce saut quantique entre un test in-house de faible volume qu'on fait de temps en temps, quelques fois par semaine, à plus de 2000 analyses, voire 4000 analyses par jour, vous avez besoin d'être en fort partenariat avec l'industrie, sinon la mission est simplement impossible. Donc ça, voilà, ça serait
les principaux points que je pourrais vous évoquer de cette manière. Je sais pas si vous avez... Aber das ist genau der Punkt Versorgungssicherheit. Das haben wir auch erlebt mit den Medikamenten. Das haben Sie, Herr Zeltner, ganz genau gesagt. Ich denke, das ist absolut wesentlich. Wir müssen da gut überlegen. Wir haben sehr viele Probleme für Versorgung und das Problem, wir verlieren sehr viel Zeit, Äquivalent zu finden und im Ausland zu bestellen. Und das wird recht komplex, auch für Apotheker, für Ärzte und Patienten, was Sie nicht vergessen, weil Sie sind die große Verlierer in dem Ganzen. Und das ist wesentlich, dass wir diese Versorgungssicherheit ganz gut anschauen und decken unsere Bedürfnisse viel besser als jetzt. Und wir wissen jetzt, die Politik geht immer auf diesem Billigsprinzip. Das muss immer sehr günstig sein, alles egal und egal, wo es produziert wird. Und das ist eine große Sorge. Und ihr wisst, der BAG hat eigentlich einen versorgungssicheren Plan anschauen wollen und das ist jetzt verschoben auf 2023. Also wir haben alle erlebt, das ist ein wesentliches Problem und es wird nicht noch 2 Jahre warten. Eine weitere Frage. Sie sind beide jetzt Präsident einer schweizerischen Verbandes, kommen beide aus der Westschweiz. Il y a des différences dans la mentalité de gérer des problèmes dans une crise. C'est vrai. C'est vrai? Ouais. Ja, ich denke schon, das ist schon klar. Aber ich denke, die Chance, die wir haben ja diese 3 Teile in der Schweiz mit anderen Landessprache und andere Art von Arbeit, also besonders bei uns in der Apotheke mit der Selbstdispensation, das ändert unser Alltag sehr viel. Aber wir können zusammen profitieren und das ist mein Votum. Ich gehe immer zu unserem Mitglied und sage, gemeinsam. Gemeinsam sind wir stark und wir müssen die Stärke von jedem nützen und das ist wirklich das, was wir probieren. Nous faisons exactement la même chose. Je pense que ça a été aussi une opportunité au point de vue de la FAMH vraiment de fortement rapprocher encore une fois le secteur privé du secteur institutionnel qui naturellement avait une certaine tendance à avoir certains points de divergence en raison de prérogatives et surtout de priorités un tout petit peu différentes d'une certaine manière. Et encore une fois, ça a été vraiment l'occasion de resserrer les liens indépendamment de nos dépendances et différences potentiellement géographiques. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wir möchten Sie da an dieser Diskussion nicht ausschließen. Bitte schön. Es gibt effektiv Unterschiede zwischen Deutschschweiz und Westschweiz. In Westschweiz gibt es Tendenz, dass der Staat mehr Einfluss nimmt, um das in nicht so starken Worten zu sagen. In Deutschschweiz denkt man eher wirtschaftlich, aber wir haben nicht gerade wirklich einen Unterschied gesehen. Was wir beobachtet haben, ist, der Bund und die Kantone haben die ganze Zeit verwendet, um die Aufteilung der Kompetenz zwischen diesen 2 Etagen zu diskutieren. Und man hat total vergessen, die privaten Kräfte, insbesondere eben Apotheker und Ärzte, die wurden nicht involviert. Und eben, wie Sie richtig gesagt haben, sie bedeuten eine enorme Kraft, Einsatzkraft vor Ort und auch in der Überzeugung gegen die Fake News und Komplottisten. Also wenn alle da in einer Sprache gesprochen hätten, wäre es viel besser gewesen. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Die Schweiz ist leider nicht in der Lage, nach PPP zu denken. Das ist entweder Staat oder Privat. Und dieser Zusammenschluss, den muss man noch besser verstärken und die Wege finden. Das ist auch eine Vertrauenssache. Wie haben Sie das gelebt? Tout à fait, je vous rejoins tout à fait dans votre déclaration. Je pense que justement, c'est probablement le rôle de nos associations fêtières d'essayer d'avoir sur le plan du métier une certaine forme de cohérence et de porter certains sujets à l'unisson d'une certaine manière, indépendamment des difficultés qu'on pourrait avoir effectivement sur le plan cantonal, sur le plan des ou intercantonal. Sur le plan de laboratoire en général, disons, une partie peut-être de la cacophonie vient du fait qu'on est très souvent extrêmement peu visible. Alors bon, ça c'est le poids de l'histoire, on ne va pas reprendre depuis le début, mais c'est assez amusant lorsque vous adressez à des universitaires ou à des médecins, vous leur dites, vous savez qu'il y a une formation FAMH qui existe, FA quoi? Donc,
La problématique, c'est lorsqu'on n'a pas une visibilité, forcément la représentativité va forcément être de pair, ça va être relativement difficile. Et ça, finalement, ça va être clairement un point aussi sur lequel on va devoir travailler pour faciliter aussi l'interaction, la communication, les prises de position communes avec les différents acteurs qui participent, disons, à cet aspect diagnostique. Ja, ich denke auch, das ist sehr wesentlich. Also ich denke, am Anfang der Pandemie waren wir gar nicht involviert in der Diskussion mit dem BAG und niemand wusste, was passieren wird. Ihr habt eigentlich diesen Pandemieplan erwähnt, das stimmt und das haben wir nie geübt, nie. Niemand wusste, was wird er machen im Fall von einer Pandemie. Und ich denke, das müssen wir jetzt lernen und müssen wir zusammentun, um das zu üben und die Rolle zu verteilen. Weil es ist wesentlich, also ich denke, wir als Apotheker, wir können wirklich, wir sind nah zu der Bevölkerung, wir können viel so einnehmen, auch wir können diese Triage machen. Das hätte eigentlich erleichtert die Arbeit von der Ärzte, von den Spitälern, das hätten wir viel anders planen können. Auch mit dem Labor können wir viel zusammenarbeiten, die Teste auch direkt in der Apotheke machen. Wir wurden, ich muss sagen, als Apotheke selten als systemrelevant anerkannt und jetzt endlich ist es so und endlich können wir jetzt vorwärts und ich hoffe, das ist eine Lehre aus der Pandemie, die wir nehmen können. Eine Lehre könnte ja auch noch sein, also wenn ich vergleiche jetzt, also das System Covid-Kredite, oder? Da hatte offensichtlich die Zusammenarbeit zwischen Finanzdepartement und den Banken sehr rasch, sehr gut geklappt. Die gleiche Schweiz, die gleiche föderalistische Schweiz, ähnliche Strukturen. Warum liegt es an den Personen? Warum hat es im Gesundheitswesen weniger gut geklappt als bei den Banken? Ich weiß Wir nicht, sind unter uns, Sie dürfen alle Vermutungen äußern und so. Ist das ein Vertrauensproblem oder will man uns nicht zu viel Wichtigkeit geben? Also wenn ich denke an der Verteilung von Impfstoffen, wieso hat der Bund nicht gepokert auf die Grossisten, die das Know haben? Also wir könnten das viel besser meistern, als jeder Kanton muss etwas anderes machen. Und das finde ich, das ist etwas, ich weiß nicht, ob das mit dem Vertrauen zu tun hat oder als wir, wie gesagt, nicht anerkannt waren. Und wir müssen jetzt zusammen sitzen und diese Lehre aus der Pandemie wirklich ziehen und besser machen können. Weil ich bin überzeugt, wir hätten viel gewinnen können, wenn wir das gemacht hätten. Oui, tout à fait. Je ne crois pas du tout que c'était, comme vous le suggériez, un problème de personne, mais je crois que c'était vraiment un problème, effectivement, de visibilité de nouveau. Je crois que c'est essentiellement, c'est assez paradoxal parce que dans le domaine du laboratoire, on sait qu'environ les résultats en général fournissent 50 à 70% de ce qu'on appelle les informations médicales critiques, donc des informations qui, quelque part, vont faire en sorte que le médecin va adapter la prise en charge pour son patient, mais malgré tout, c'est probablement le poids de l'histoire, disons, c'est lié à l'activité médicale et donc c'est quelque part un dû automatique. Et par ce biais-là, quelque part, on a forcément une absence de visibilité qui fait que lorsqu'on doit mettre tous les acteurs autour de la table dans une situation de crise, peut-être certains acteurs sont plus facilement oubliés que d'autres, probablement. Aber was ich auch denke, wenn ich da etwas ergänzen kann, die IT. Problem von Digitalisierung. Also sorry, das war so schlecht und ich glaube, das hat uns enorm gekostet. Und wenn wir ein gutes EPD gehabt hätten, wo wir die Information austauschen, wenn wir digitalisiert wären, alle, das wäre anders gekommen. Aber wir müssen Faxe schicken an BAG, wir müssen uns loggen an ihre Webseite. Also das ist leidig, das ist wirklich ein Riesenmangel, der uns extrem viel gekostet hat. Nehmen wir noch dieses Stichwort EPD. Also was sind jetzt die Lehren? Also wir wollen ja nicht irgendwie, es ist ja für uns wichtig, dass wir irgendwie die Lehren ziehen. Also wenn jetzt die Lehren, die man jetzt für das EPD ziehen muss, braucht es irgendwie andere Regulierung oder was muss jetzt getan werden, damit diese Geschichte doch noch mit Verspätung zwar, aber doch noch zur Erfolgsgeschichte wird? Also ich denke, wir haben ein größeres Problem jetzt als vor 2-3 Jahren, weil das Vertrauen von der Bevölkerung in diesen Datenschutz ist nicht mehr so hoch. Und wir haben sehr kritisiert, das EPD, das sei ein Friedhof von PDF. Und leider, also ich denke,
großer Fehler, aber das können wir vielleicht noch etwas ändern, dass man so artiges 8 oder 9 Stammgemeinschaften hat und jede macht selber sein kleines EPD, klar, sie sind interoperabel, aber nicht von Anfang an zusammen eins ziehen. Das ist sehr schade, das hat uns sehr viel Geld gekostet. Es gibt Konkurrenz zwischen die verschiedenen Stammgemeinschaften. Also es bringt leider zu nicht viel, wenn wir so in der Gesundheitswesen gehen, weil wir müssen zusammen sein, um etwas zu haben, das funktioniert. Si je peux compléter, effectivement, je ne veux pas m'appesantir sur les problèmes informatiques, mais vous pouvez imaginer qu'au début, c'est les transmissions manuelles. Enfin, j'entends, c'est juste, on est toujours en train de parler du retard de la Suisse sur le plan numérique. Je peux vous dire qu'au niveau des labos, mais ça a été de la science-fiction, j'entends. Puis ensuite, on doit transmettre les résultats 24 sur 24. Ah non, non, on ne les traite pas le week-end, hein, d'accord. Enfin bon, je vous passe les… Enfin bon, donc voilà. Non, je pense que si on veut vraiment essayer de proposer quelque chose, je pense que ce serait peut-être aussi par rapport à la constitution des task force nationales, notamment au niveau diagnostic, c'est assez intéressant de voir que sur l'ensemble des membres qui faisaient partie de la task force diagnostic spécifique, il y en avait un seul qui était titulaire d'une formation FAMH, d'accord. Et puis, il n'était là pas en tant que représentant FAMH, donc médecine du laboratoire, il était là en tant que représentant service des maladies infectieuses, Genève, un expert, un virologue expert. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de changer parce que les gens, et je pense quand je dis les gens, nos autorités, ils n'ont pas compris encore ce que c'est que la différence entre un laboratoire de recherche et un laboratoire de routine. Globalement, ça correspond à dire « Ah, mais si vous faites du vol en L-delta ou bien si vous allez en A380, c'est la même chose. » Ok, vous volez, vous allez du point A au point B de la même manière, mais ça n'a rien à voir. Et ça, je pense que pour anticiper, pour améliorer le courroie de transmission, je pense qu'il faut vraiment peut-être augmenter la représentativité, disons, de cette filière métier-là au sein de nos instances. Et de nouveau, on revient de nouveau sur ce problème de visibilité. Deuxième point qui est important, alors là, on est vraiment très factuel, c'est que je pense qu'il faudrait qu'on puisse avoir maintenant dans la liste des analyses vraiment une position générique, identification d'un pathogène par biologie moléculaire en cas de pandémie, ce que vous voulez. On a dû commencer, et ça c'est extrêmement important non seulement pour les structures privées, mais également pour les structures institutionnelles. Il y a eu des investissements, mais absolument massifs, qui ont été faits, sans aucune possibilité d'avoir un retour sur investissement. Alors, ce n'est pas qu'on veut, contrairement à ce que disent certains médias ou certains secteurs de la branche, systématiquement faire du bénéfice, mais simplement, on se doit d'avoir aussi une certaine forme d'efficience et de pouvoir quelque part avoir un retour. La problématique, c'est que donc, ce qu'on a eu lorsqu'on n'avait pas de position pour la PCR Covid dans la liste des analyses, le fait en plus que les laboratoires privés étaient laissés sur la touche pour des directives cantonales dans certains cantons, eh bien de nouveau, concentration de la charge sur les structures hospitalières. Charge travail, mais charge financière également. Et ça, au bout d'un moment, ça pose des problèmes. Ça pose maintenant clairement des problèmes maintenant en phase de décroissance. On est encore en train de devoir arranger et négocier certaines choses vis-à-vis de nos autorités cantonales, fédérales par rapport au déficit de certaines structures hospitalières. Et puis maintenant qu'on a passé la crise, c'est difficile, mais pourquoi vous nous embêtez avec ça? C'est fini, on fait autre chose, c'est bientôt les vacances en fait. Et donc, je plaisante, hein, mais disons clairement, là, ça permettrait de régler le problème si on avait simplement une position générique sur laquelle, en urgence, tout le monde pourrait simplement se reposer pour éviter de devoir, disons, avoir des investissements massifs sans aucun retour et considérer de faire ça à perte. Et là, je veux juste peut-être insister sur une chose, parce que c'est très souvent pas ce qu'on vous dit dans les médias. C'est qu'en Suisse, les laboratoires du secteur privé ont dû faire des investissements vraiment massifs, tout le monde, hein. Mais les laboratoires là, ont dû le faire sans aucune garantie de retour et sans aucun soutien de l'État. En Allemagne, c'était différent. Dans d'autres pays en Europe, c'était différent. Donc, il y avait vraiment une forme de solidarité. Allez, on a vraiment une urgence, on y va, on mouille la chemise et puis on fera les comptes après. Et là, franchement, cette forme de solidarité était vraiment à saluer. Et je pense qu'encore une fois, ça serait bien qu'on puisse ne pas être dans une telle situation par une création d'une position. Mais bon, voilà, c'est très terre-à-terre opérationnel, mais ça serait déjà, ça nous simplifierait la vie déjà. Wir haben das Gleiche mit Herstellung bei uns in der Apotheke. Die ALT wurde nie
nie angeschaut. Das sollte jährlich gemacht werden. Und bis wir endlich herstellen dürften Alkohol, das hat mehrere Monate gedauert und das hat wirklich zu einer sehr Spannung gekommen, dass wir keinen Alkohol hatten, das endlich gekommen ist. Und ihr habt gehört, die Verhandlungen, die wir machen müssten, weil wir könnten nicht, Apotheke könnten nicht durch die OKP bezahlt werden für die Impfung. Und dann müssten wir einen Passpass machen, dass wir mit dem BAG etwas verhandeln könnte, damit es die Apotheker auch impfen könnten. Also das ist auch, auf den Tarif müssen wir etwas machen, das ist absolut klar, aber das muss etwas auch geändert werden in der KVG, damit es wir auch OKP anerkannt sind, wenn wir in Maßnahmen gehen, die wesentlich sind für die Prävention zum Beispiel.